Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bonjour les sorceteurs, aujourd'hui je vais vous faire voyager. Voyager parce qu'on enlève les masques, c'est l'été, et parce qu'on peut enfin bouger, en respectant les mesures sanitaires évidemment, n'est-ce pas? Ici, à Toss a Coin to Your Writer, on ne fait pas les choses à moitié. Donc faites vos valises, je vous amène à San Diego, mais aussi au Guatemala, en Afrique, et tout ça en passant par le Népal. Aujourd'hui j'accueille Indiana Jones, et non, pas Harrison Ford malheureusement, peut-être un jour, Indy, mais Sophie Rouzier, une serial expat et voyageuse qui écrit des comédies romantiques sur les pays qu'elle a visités. Je suis ressortie de cette entrevue revigorée, des étoiles plein les yeux, et avec beaucoup d'envie d'ailleurs. On a parlé valises, bien évidemment, Comic-Con, zombies, mais aussi auto-édition et traduction. Bonne écoute. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci et toi? Très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors donc je m'appelle Sophie Rouzier, j'ai 38 ans, j'habite en Allemagne depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je me considère comme une auteure globe-trotteuse parce que je fais énormément de voyages. Donc j'ai visité pratiquement une soixantaine de pays maintenant. Et j'écris des romans aussi. Et je m'inspire beaucoup de mes voyages pour écrire ces romans. J'en ai écrit pour l'instant 4. C'est surtout c'est de la chick-lit en fait que j'écris. D'accord. Voilà. Donc j'aime beaucoup, comme tu dis, autrice ou auteure globe-trotteuse. J'ai vu dans ta bio, je pensais Insta ou Twitter, peut-être Indiana Jones au féminin. Donc j'ai beaucoup aimé. Moi, je dirais peut-être même serial expat, tu vois, ou serial voyageuse. Donc justement, t'as voyagé dans plein de pays, près d'une soixantaine, comme tu dis. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à voyager autant? Ouais, alors en fait, donc moi je viens d'une famille où mon père était militaire, donc on avait déjà pas mal l'habitude de bouger, mais on est resté en France, nous. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que mon père disait toujours que lui, il voyageait en France, nous, on irait en Europe, et puis ses petits-enfants iraient dans l'espace. Bon, alors je pense que les enfants vont un peu plus loin que l'Europe. Après, si les petits-enfants vont dans l'espace, on verra. Mais c'est vrai que c'est un peu, donc avec ce terreau familial qui m'a appris un peu à bouger. Mais je crois que le premier voyage qui m'a vraiment donné l'envie de continuer, c'est un voyage au lycée. Je suis partie en Lettonie, qui n'était pas du tout un pays très, à l'époque, très courant. Effectivement. On était allé dans un orphelinat aider sur place avec des copines de lycée. Et là, j'ai découvert carrément un autre monde parce que c'était dans les années 2000. Et c'était vraiment un autre monde parce que dans les petits villages, il y avait des gens, par exemple, qui se promenaient avec des charrettes, avec des chevaux. Et moi, j'avoue que je pensais pas que ça pouvait être aussi dépaysant d'aller dans un autre pays qui était si proche finalement. Et c'est là que j'ai commencé à avoir le virus. Et puis après, je suis allée voir une copine qui était à La Réunion, par exemple. Et puis j'ai commencé à bouger un petit peu comme ça dans les capitales. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, lui aussi, il était féru de voyage. Et du coup, voilà, on a continué tous les deux sur notre lancée. D'accord. Et du coup, là, tu es installée en Allemagne, tu dis. Voilà, je suis installée en Allemagne parce que donc, mon mari que j'avais rencontré en France a trouvé un boulot en Allemagne. Et moi, je finissais mes études. Donc de toute façon... fallait que je cherche un boulot et je parlais allemand et j'ai fait aussi des études donc de langue étrangère appliquée donc avec l'allemand et l'anglais donc c'était finalement logique que je travaille aussi à l'étranger et on est D'accord. Bon, resté. bah parfait quoi. Une pierre deux coups, Voilà. finalement. D'accord. Bah écoute, on va s'intéresser un petit peu plus à la lecture, puisque c'est vrai que quand on écrit, normalement, on lit pas mal. Donc tu écris de la chick lit, mais est-ce que c'est le seul genre que tu lis ou tu t'intéresses un petit peu à tous les genres de lecture?
Alors, moi, je trouve que ce qui est très important quand on lit, c'est de passer un bon moment, mais surtout de... Enfin, pour moi, c'est rigoler, quoi. C'est rire, c'est pas avoir quelque chose de larmoyant entre les mains, parce que je trouve que c'est tellement difficile, déjà, la vie de tous les jours. Il nous arrive souvent des tuiles qu'on n'avait pas prévues. Et j'ai pas envie, en lisant encore, d'avoir quelqu'un qui... Enfin, d'avoir les mêmes sentiments de mal-être que dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je lis beaucoup de chick lit, de comédies romantiques. Et ça m'arrive aussi de lire d'autres livres, mais j'évite parce que, par exemple, j'ai eu une expérience il y a quelques temps quand j'étais enceinte. J'ai lu un livre et comme par hasard, un des personnages a fait une fausse couche dedans et c'est pas le genre de truc qu'on a envie de lire. Donc voilà. Donc, bon. Ouais. Donc je reste quand même beaucoup dans la chick lit, mais je lis aussi tout ce qui est voyage. Les récits de voyage, j'en lis beaucoup. Sinon, si quelqu'un me conseille un autre livre, je sais pas, un thriller, un policier, oui, je lis, mais c'est pas le truc que de moi-même j'irai voir en fait. Tu mélanges lecture ou du moins écriture et voyage dans tes œuvres. Donc, comme tu as beaucoup voyagé, à ton avis, est-ce qu'il y a des romans qu'on doit à 100% glisser dans nos valises ? Quels sont tes conseils ? Alors j'ai dû réfléchir un petit peu à la question. Heureusement que tu m'as envoyé les questions en avance, donc j'ai fait ma petite liste. Moi, ce que j'adore lire, ce sont les récits de Sonia et Alexandre Poussin. Sont en fait un couple de voyageurs qui maintenant voyagent avec leurs enfants. Et j'avais lu leur premier livre, c'était Africa Trek, en fait, où ils ont fait pratiquement la traversée de l'Afrique du nord au sud. Et donc ils décrivaient tous les pays et toutes les aventures qui leur arrivaient. Et je trouve que c'est pas mal comme livre pour commencer le récit de voyage. Et maintenant, en plus, ils voyagent avec leurs enfants, donc c'est encore plus rigolo parce que les enfants, il y a toujours plus de contact en voyage quand il y a les enfants parce que tous les gens sont intéressés par les enfants et trouvent ça rigolo de voir des enfants qui parlent une autre langue, etc. Donc je dirais ça. Et après, il y a des livres dans les auto-édités que j'aime bien, mais c'est plus de la romance ou de la comédie romantique, vu que c'est ce que je lis. Il y a Charlotte Le Mans qui a écrit 2 livres il y en a un qui s'appelle Mes montagnes russes et l'autre qui s'appelle À l'heure suisse. Donc il y en a un qui se passe en Russie et donc l'autre en Suisse. Et oui, voilà, c'est des petites histoires, de petites comédies romantiques assez rigolotes et on en apprend aussi pas mal sur les pays. Je trouve que c'est pas mal pour aborder ces pays-là. Et puis j'avais un autre que j'avais noté, enfin même 2 autres, toujours d'auteurs auto-édités, parce qu'on n'en parle pas assez souvent des auteurs auto-édités, donc je ne vais pas vous citer tous les plus grands. Il y a Céline Fuentes qui a écrit un livre sur la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Ainsi petit voyage, qui est plutôt pas mal aussi. Et sur la Norvège, il y aurait un livre de Charlotte Camden qui s'appelle Ige Christmas. Aussi une comédie romantique. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est ces livres-là, je les lis plutôt après les voyages, en fait, pour prolonger le voyage. Parce que j'aime bien ne pas trop lire avant de partir, comme ça, on se laisse un peu surprendre. Et après, c'est toujours agréable de lire un livre et de se rendre compte que on a vécu plus ou moins les mêmes choses que l'auteur, se rappeler les bons souvenirs, quoi. D'accord, voilà. Ouais, donc retrouver un petit peu les lieux ou les monuments, ce genre de choses. C'est super intéressant. Bon, je t'avoue, je connaissais personne. Donc je note parce que je suis pas encore allée en Norvège ou ni en Russie ni en Suisse. Donc ça peut me faire un petit peu voyager. Je me rappelle que j'avais vu sur ta chaîne YouTube que pendant le confinement, t'avais fait une espèce de mini-série de vidéos voyager depuis son canapé que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très rigolote. Donc au moins ça fait perdurer un petit peu ce que t'avais entrepris. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta relation avec la lecture ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Alors, donc la lecture, donc moi j'ai une maman qui lit énormément. Je crois que je ne connais personne. Enfin, on va dire, je ne connaissais personne avant d'aller sur les réseaux sociaux qui lisait autant. Bon, maintenant je vois que c'est possible. Mais donc déjà, j'ai toujours été baignée dans la lecture, donc ça c'est sûr. Mais c'est surtout au lycée où, pour moi, le lycée, donc ça remonte un petit peu, mais pour moi, c'était la découverte d'Harry Potter. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les tomes qui étaient sortis. Et c'est ça aussi qui a un peu boosté la chose, mais je lisais aussi pas mal de BD à l'époque. On allait à la bibliothèque avec les copines, etc. Et donc j'ai toujours lu. Ces derniers temps, je lis beaucoup plus parce que quand on écrit, on dit toujours qu'il faut lire. Et effectivement, c'est vrai que ça aide beaucoup
pour enrichir le vocabulaire, parce qu'on a toujours, quand on écrit, hein, même, enfin moi je le remarque aussi dans mes livres, il y a toujours des expressions qui reviennent tout le temps, quoi. Et il faut varier un petit peu, parce que c'est pas toujours les mêmes personnages qui parlent, hein, donc... Et donc j'ai toujours lu, mais j'ai toujours aussi un petit peu écrit. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais les histoires de ma sœur jumelle qui n'existe pas. D'accord, intéressant. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu en avoir une. Et donc j'écrivais de toutes petites histoires. Après, avec d'autres copines, on s'amusait à recréer des univers. On prenait les photos des catalogues, La Redoute, Les Trois Suisses, etc. Et puis on créait des personnages, leurs familles, plein d'événements, etc. Donc j'ai toujours eu un petit peu ce genre de choses en tête, mais j'avais jamais vraiment écrit une grosse histoire jusqu'à mon premier roman, en fait. D'accord, donc c'est venu assez tardivement finalement. Voilà, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a poussé? C'était quoi le déclic? Eh ben, ça, c'est une très bonne question parce que je me la pose toujours. En fait, je sais que à l'époque, je travaillais dans une entreprise où je devais remplacer la secrétaire de mon chef une fois de temps en temps l'après-midi. C'était mon premier job et c'était très, très, très long parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Alors, au début, on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'intranet, après on regarde tous les mails que la secrétaire a reçus, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire. En fait, on revenait justement de ce fameux voyage au Guatemala, et puis j'ai dans le pays dans lequel se passe le premier roman, et j'ai commencé à écrire, et je sais même pas, je sais pas d'où c'est sorti en fait. J'ai commencé comme ça. Et je sais que ça me faisait du bien. Et au début, j'écrivais un petit peu en parallèle là, au boulot, histoire de pas trop m'ennuyer. Et puis après, j'ai continué à écrire le soir. Voilà. Et puis c'est devenu en fait une nécessité finalement. Voilà, une passion, un hobby. Voilà, okay. Je sais pas vraiment le déclencheur, mais c'est arrivé comme ça, voilà. En fait, tu t'es laissé porter un petit peu, parce que j'imagine, comme tu savais pas trop ce que c'était et que t'avais pas forcément le plan, entre guillemets, de faire un roman, du coup, un chapitre après l'autre, ça s'est... De fil en aiguille, quoi, ça s'est fait. Voilà, mais c'était aussi difficile, hein, après... Parce que, donc, à un moment donné, mon mari m'a demandé ce que je faisais, donc je lui ai expliqué, il a voulu lire. Au bout d'un moment, j'ai craqué, je lui ai fait lire. Mais quand on n'a pas de plan et qu'on ne sait pas où on va, c'est difficile de finir à écrire, d'écrire. Bien sûr, Donc là, ça a été très difficile. Ouais, il a fallu que je reprenne tout, etc. Et c'était très difficile. Ça a dû être une recorrection, une relecture assez importante. Voilà, et fatigante, je pense. Mais bon, t'as réussi, tu as fait ton premier roman, et puis on va ensuite parler des prochains. Donc, comme quoi, tu as bien fait de te lancer, même si tu sais pas forcément d'où c'est venu. Alors, du coup, je vais faire une petite interlude. Comme je sais que tu as écouté les précédents épisodes, tu sais normalement que j'aime bien faire un petit jeu que j'appelle l'interview Inception. Il me semble que le record actuellement est de 16. Donc, est-ce que tu es prête à relever le défi et à peut-être faire 17? Oula, ouais. Alors, j'ai fait exprès de ne pas réécouter un podcast et de ne pas tricher. Très bien. Donc, on va voir. Il faut savoir que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. J'en ai une trentaine, mais je les mets dans le désordre à chaque fois. D'accord. Donc, et comme à chaque fois c'est autour de 15, il y a la moitié qui passe à la trappe, qui revient à l'épisode d'après. Donc, il y aura peut-être des inédites dans ces épisodes. On va voir. Je prends mon petit téléphone. Pas de pression. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bon, moi j'ai le beau rôle, hein, mais je pense que si je devais y répondre, je serais très très loin du record, je te rassure. Alors, ta chanson préférée? Wonderwall d'Oasis. Ta pire honte? Ouh, ça commence bien, je crois que je vais pas réussir à faire les 17. Tu peux passer si tu veux. Alors je passe alors. Plutôt du soir ou du matin? Du matin. Sucré ou salé? Salé. Écrire ou lire? Écrire. Ton super-héros préféré? Batman. Ton plus beau voyage? Le Népal. Avoir plus de temps ou plus d'argent? Plus de temps. La célébrité qui te fait craquer? Ryan Gosling. Combien de langues tu parles? 4. Quel super pouvoir tu voudrais avoir? J'aimerais bien être invisible. Ta Madeleine de Proust? Tarte au citron. Quelle personnalité ou star tu aimerais être? Alexandra David-Neal. Ta saison préférée? L'automne. Ta série du moment? Gossip Girl. Disney+ ou Netflix? Netflix.
T'es à 15. Presque. C'est la pire honte qui... Bon, tu y es presque. Ouais. Bravo. Parce que en plus, je l'ai mis au début, donc forcément, ça a fait perdre un petit peu de temps. Bon, bah écoute, félicitations. Tu t'es très bien débrouillée. C'est intéressant ce qui ressort comme ça, parce que Ryan Gosling, je pensais pas non plus que c'était apparemment... C'était le cri du cœur, en fait. Voilà. Le premier qui devient intéressant. Ouais. Bon, on va pas se mentir, il est quand même très beau, ce jeune homme. Oui, donc, non, c'est pas clair, non j'aurais plus pu un choisir choix, pire. Ok. Bah écoute, maintenant on va se tourner un petit peu plus vers l'écriture. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as un nom de plume? Et si c'est le cas, comment tu l'as choisi? Non, c'est mon vrai nom. En fait, c'est mon D'accord. nom de femme mariée, en fait. Ok. J'avais hésité entre prendre mon nom de jeune fille et mon nom de femme mariée, puis je me suis dit, j'ai l'habitude maintenant de ce nom-là, donc... Puis comme ça mettait un peu la pression, fallait que j'assure, quoi, avec mon D'accord, vrai ok. nom. Donc c'était plutôt psychologique finalement, le fait Voilà. de lier ta vie pro, ta vie Ouais. d'écriture, etc. Donc, ok, c'est intéressant. Voilà. Donc t'es la première invitée qui a pas de nom de plume, donc je trouve ça super intéressant et courageux aussi, puisque c'est vrai que des fois on n'ose pas trop en parler aux gens. Bon, en auto-édité, ouais. c'est un peu différent parce qu'il faut faire sa propre pub forcément. Voilà. Mais on va en discuter un petit peu, mais comme t'écris de la chiclite, je sais que moi j'aime plusieurs genres et j'écris dans plusieurs genres. Et des fois quand on parle un peu de la romance, on a un peu les gros yeux, donc quand ça passe sous nom de plume, c'est pas mal aussi. Je trouve, enfin, Oui. pour moi en tout cas. D'accord. Donc justement, par rapport à la chiclite, pourquoi tu as choisi ce genre-là? Tu disais tout à l'heure que pour toi la lecture c'est passer un bon moment. Comment tu définirais ce genre et est-ce qu'un jour t'aimerais bien écrire dans un autre style? Donc, alors j'ai choisi la chiclite parce que moi c'est ce que je lis, donc je me voyais pas de toute façon écrire autre chose. Et mon but c'était effectivement que les lecteurs passent aussi eux un bon moment, qu'ils s'amusent, qu'ils se détendent et qu'ils se laissent un petit peu aller en lisant. Euh, donc pour moi la chiclite c'est pas aussi péjoratif forcément que ce qu'on entend. Comme quoi, par exemple, ce serait oui, de la littérature pour ménagères de moins de 50 ans ou ce genre de choses, ou de personnes en mal d'aventure, ou qui s'ennuient dans leur vie, ou je ne sais quoi. Ça me fait limite sourire tous les débats qu'il y a souvent sur ça, d'ailleurs, sur la romance et sur qu'est-ce qui est vraiment la littérature. Et puis, ouais, enfin. Je veux dire, pour chacun, c'est différent. Chacun lit quelque chose de différent. Donc, il en faut pour tout le monde. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Moi, je préfère lire un livre qui me fait rigoler, qui me fait passer un bon moment, plutôt que prendre un livre qui est justement le livre du moment où tout le monde veut le lire et puis le commencer et me dire je comprends pas la moitié des trucs, ou alors j'accroche pas et je me force et je me force et je me force juste parce que c'est censé être un best-seller. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que tu as raison, c'est un peu quelque chose à décomplexer, entre guillemets. J'ai plus la source en tête, mais c'est vrai qu'on tape souvent sur la romance, donc comme tu dis, on qualifie de plein d'adjectifs et de plein de phrases différentes pour tout simplement englober la romance, on tape dessus, mais il me semble que... Alors, je me rappelle pas du chiffre exact, mais je crois que c'est plus de 30% ou 40% de ce qui est vendu en France, en fait. Donc c'est une part de marché énorme, c'est ce qui se vend le plus. Et pourtant, on fait les gros yeux et on tape dessus alors que les gens aiment et ça vend en plus. Donc pourquoi dénigrer ce genre? Très contradictoire. C'est clair. Et là, je crois que la dernière partie de la question, c'était est-ce que j'écrirais dans un autre genre? Oui, c'est ça, exactement. Alors j'ai commencé à écrire un petit peu quelque chose parce que moi j'aime beaucoup alors bizarrement, donc j'aime beaucoup la romance et les comédies romantiques aussi en film du coup, mais dans les films j'aime bien tout ce qui a un rapport avec les zombies. Donc ça n'a aucun rapport, mais je me suis amusée à commencer un livre aussi qui est un peu avec des zombies et de la romance, un truc un peu rigolo. Okay. Donc je l'ai pas encore sorti, je sais pas si je le sortirai, mais c'est voilà, je tente un peu dans cette direction, mais vraiment changer pour faire je sais pas du polar. Pour l'instant je me vois pas trop faire ça. Okay. Quand tu parles de zombies et de romance, du coup, ça serait quand même des zombies un peu humoristiques ou ça reste vraiment science-fiction? Non, plutôt... Ouais, ce serait quand même plutôt rigolo quand même. Ouais. Ça me fait penser un peu, il y a eu une mode il y a quelques années de réécriture de classiques avec des zombies. Alors, je l'ai pas lu, mais je crois qu'il y avait Orgueil et préjugés et zombies.
Ah, d'accord. Il paraît qu'il est cool, je sais pas, je l'ai pas lu. Bon. Je crois même qu'il y a une adaptation, mais par contre il y a une adaptation que j'aime beaucoup qui s'appelle Warm Bodies et en fait c'est une réécriture de Roméo et Juliette avec des zombies. Donc c'est une humaine et un zombie. Et du coup bon, il va Ça peut être redevenir rigolo, humain, ça. etc. Et c'est excellent. Donc si c'est quelque chose comme ça, je trouve que c'est trop génial comme concept. Donc cool. Ah. Ah, je connais pas, ouais, il faudra que je regarde ça, ouais. Bah écoute, ça fait des livres à lire ou une petite liste de films en plus à Voilà. regarder sur Netflix. Ok. Donc comme tu l'as dit, tu t'inspires de tes voyages forcément, parce que tu as beaucoup baroudé, et de ton expatriation aussi j'imagine. Donc comment tu puises dans tes expériences personnelles pour écrire? En fait, je puise surtout pour tout ce qui est tous mes souvenirs de paysages, des lieux, etc. Donc ça, ce que j'ai recours soit à ma mémoire, soit aux photos, parce que bon, c'est pas toujours fiable. Mais c'est vrai que les personnages qui sont dans mes romans, ils vivent souvent des trucs qui me sont soit arrivés à moi, soit à des gens que j'ai rencontrés ou des histoires que j'ai entendues, parce qu'on entend souvent, je sais pas, par exemple, on est dans une auberge de jeunesse, on entend quelqu'un qui parle, on écoute, ou alors on discute avec des personnes. Et en fait, ça vient aussi tout à fait naturellement. Avant de parler de tes romans au cas par cas, je voulais parler d'auto-édition, parce que c'est vrai que tu as choisi cette route plutôt que d'envoyer peut-être tes romans à des maisons d'édition. Donc pourquoi ce choix et comment tu t'es organisée pour mettre tout ça en place? Alors en fait, moi, j'avais jamais vraiment pensé à l'édition au début, parce que j'avais écrit cette histoire pour moi. Et comme je disais tout à l'heure, mon mari l'a lu et l'a trouvé vraiment bien. Et c'est lui qui m'a un peu poussé à en faire quelque chose. Et au début, donc je pensais pas vraiment à publier. Après, je l'ai envoyé à ma mère. Ma mère, elle est assez. Je devrais arrêter de dire ça d'ailleurs dans les podcasts et les interviews. Elle est assez sévère. Elle donne vraiment son avis. Elle est franche. Et elle est franche, voilà. Et bon, ça plaît ou ça plaît pas. Et elle m'avait dit qu'il était bien, bon, qu'il y avait des trucs à faire dessus, mais que c'était quand même une bonne base. Donc là, j'avais été déjà assez soulagée. Et je l'ai bien retravaillé. Elle m'a aussi pas mal aidée là-dessus. Et puis au bout d'un moment, il y a mon mari qui m'a parlé justement de l'auto-édition que je connaissais pas du tout. Mais vraiment pas, parce que déjà je lisais pas encore à l'époque sur liseuse. Moi j'achetais aussi mes romans en librairie, etc. Donc je connaissais pas tout cet univers-là. Et puis il m'en a parlé, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai regardé un peu ce que les autres faisaient, etc. Et je me suis dit, bah oui, effectivement, si je peux publier tout de suite et que les gens, que j'ai leur réaction assez rapidement, c'est quand même peut-être mieux que la maison d'édition. Parce qu'on a toujours cette image où ils mettent 3 plombes à répondre, quoi. Et donc je me suis dit, ok, bah on tente le truc. Et c'est comme ça que je suis arrivée en fait dans l'auto-édition. Ok, super intéressant. Et je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est assez frustrant, surtout je pense maintenant pour les années à venir, étant donné que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont remis à des romans. Les maisons d'édition, c'est entre 2 mois, je crois, au minimum pour les réponses, et jusqu'à 6 mois. Mais sauf qu'après, si en plus de ça, vous êtes pris, il y a tout le travail éditorial, tout ça. Donc en fait, on écrit un livre, et là encore, je parle des grandes maisons d'édition, mais on écrit un livre et il sort minimum 1 an après, et pour les plus petites, peut-être 2 ans après. Donc c'est énorme. Il y a un écart forcément entre ce qu'on ressent en l'écrivant et quand il sort, quoi, tout simplement. Donc du coup, t'as mis combien de temps pour auto-éditer Clara au Guatemala? Donc, comment ça s'est fait après la réécriture finalement? Après la réécriture, c'est quand même allé assez rapidement. Alors au début, bien sûr, quand on commence, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, le formatage, etc. du livre. Mais je dirais peut-être j'allais dire 6 mois, mais en fait, je suis en train de me dire que j'avais commencé déjà 1 an à l'avance à créer. J'avais créé une page Facebook d'abord. Pour dire un petit peu à mon entourage que j'écrivais, parce que ça, c'est toujours le truc. Au début, on raconte pas. Donc je m'étais dit, il faut quand même que je le dise avant que je sorte le livre. Donc ça, c'est le premier truc que j'avais fait. J'avais commencé aussi par le site internet. Donc oui, on va dire 1 an alors. Ok. Depuis le moment où j'ai commencé à créer cette page et puis au moment où j'ai publié, ouais. Ok. Mais c'est vrai que pour le premier, on tâtonne un peu plus et après, ça a Ouais. tendance à s'accélérer une fois on sait quoi faire, Voilà. tout simplement. C'est ça. Donc Ouais. justement, t'as expliqué un petit peu avant que c'était à ton retour de voyage que t'as eu envie de prolonger tout ça et à te mettre à écrire tout simplement, mais
pourquoi ce choix de thématique pour Clara au Guatemala et pourquoi le lieu, sans parler du voyage? Pourquoi tu as eu envie d'y revenir et d'y consacrer tout un roman? Alors, moi, je ne voulais pas écrire sur les États-Unis ou sur New York ou sur Londres, etc. Parce que je trouve que ou Paris, parce que beaucoup, énormément de livres se passent là-bas. Et j'avais envie de changer un peu. Alors après, on va dire, est-ce que point de vue marketing, c'était intelligent? J'en sais rien. Mais moi, j'avais envie de faire découvrir un nouveau pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé par le Guatemala, parce que c'est un endroit qui m'a vraiment fait rêver. Parce que moi, je connais pas le Mexique, le Pérou, etc. Mais j'imagine que la première fois qu'on va dans des pays de ce type avec les pyramides, Maya et compagnie, c'est quelque chose de jamais vu, quoi. Donc moi j'étais complètement émerveillée. Et j'étais aussi allée pour la première fois dans la jungle là-bas. Et j'avais vraiment envie d'utiliser ces coulisses pour écrire un livre. Ok, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'était une question que je voulais te poser également, parce que je crois que c'est dans Happy Road Trip to You que tu dis à la fin dans les remerciements que tu voulais pas de base écrire sur les États-Unis. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est vrai que même en tant que francophone, on a tendance à écrire quand on pense à un pays étranger aux États-Unis, parce que Mhm. alors, d'un côté, c'est vu et revu, mais d'un côté, je pense que c'est rassurant pour beaucoup de monde, parce que tu sais, c'est toujours les mêmes villes, comme tu l'as dit, New York et Los Angeles, peut-être San Francisco. Et personnellement, c'est ce qui m'a vraiment interpellée par rapport à tes livres, en fait. Et me dire, bon, bah, c'est cool, je vais découvrir quelque chose et... Oui, vraiment avoir cet aspect de voyager. Alors pourtant, je suis pas allée à New York, ni à San Francisco, Los Angeles, mais on a l'impression d'un peu plus connaître, entre Ouais. guillemets, ces lieux-là, quoi. Donc c'est super intéressant. Et par rapport à ton deuxième roman, donc Tremblement de cœur à Chantal au Népal, donc j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois tes héroïnes, leur nom rime avec le pays. Donc j'ai vu dans les avis et sur ton site que ce roman résonne beaucoup avec ton lectorat. Donc comment tu expliques cela? Je pense que c'est un des romans dans lequel j'ai mis le plus de cœur, en fait, parce que le Népal, ça m'a vraiment énormément marqué. Et je pense que ça doit se ressentir peut-être à la lecture. Parce que, en fait, j'y suis allée 2 fois. Et la première fois que j'y suis allée, c'est parce que j'ai travaillé dans une association pour femmes qui visait à les réinsérer dans la société, parce qu'il faut savoir que le Népal, comme beaucoup d'autres pays, les gens qui travaillent dans les villages rêvent d'aller dans les villes pour gagner plus d'argent. Et quand on se retrouve dans une ville et qu'on se dit on va travailler comme serveuse dans un restaurant, des fois on travaille pas que comme serveuse, voilà. Et une fois qu'on est dans le milieu de la prostitution, c'est très très difficile d'en sortir. Et donc cette association visait à réinsérer ces femmes qui se sont finalement plus ou moins enfuies, et aussi les femmes qui étaient violentées par leur mari et rejetées par leur famille. Et donc à les réinsérer dans la société. Donc il y avait des cours de couture, il y avait des cours d'anglais, et moi je donnais des cours d'art-thérapie. Et en fait, en gros, bon, c'était plus ou moins de l'art thérapie. Mon but, c'était de les faire se sentir un peu mieux et sortir un peu de leur coquille et redevenir un peu elles-mêmes, en fait. Et ça m'a aidé aussi, moi aussi, finalement, à évoluer. Et j'ai trouvé cette expérience géniale. Et du coup, comme je travaillais là-bas, j'ai aussi pas mal appris à connaître les gens, la culture et tout ça. Donc c'est vraiment un pays qui m'a marqué. Et j'y suis retournée après, quelques années après le tremblement de terre. Et là, ça m'a complètement choquée parce que, enfin, pour moi, la ville était toujours belle, mais c'était pas. Enfin, elle avait perdu un petit peu de sa splendeur. Et j'ai rencontré des gens aussi qui étaient là-bas pendant le tremblement de terre. Et je me suis dit, ça, faut absolument que j'en parle parce que ouais, ça m'a énormément, énormément touchée, quoi. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que peut-être le lectorat sent ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Ouais. Bien sûr, ouais, ton attachement. Et tu es resté combien de temps avec l'association? Alors j'ai travaillé dans l'association pendant 6 semaines et ensuite je suis restée encore un mois après à faire un trek en fait D'accord. dans les Annapurna. D'ailleurs j'en parle un peu dans une de mes expériences de trek et dans le livre. Du coup, c'est super intéressant parce que comme tu écris sur des pays que tu as visités, tu peux automatiquement, donc certes, voilà, les monuments, etc., on puise un petit peu comme un carnet de voyage, quoi. Je sais pas, je pense que tu fais pareil, garder les tickets, ce genre de choses. Voilà, Mais voilà. Ouais. forcément, quand il nous arrive des choses, bonnes ou mauvaises, on peut s'en servir pour les romans, quoi. Donc c'est cool parce Ouais. que c'est des situations qui sont véridiques, enfin qui peuvent arriver en tout cas. Ouais. Ok.
D'ailleurs, le roman sur les États-Unis, il y a, à un moment donné, je parle d'une situation où il y a la personne qui a réservé des billets d'avion pour la mauvaise destination. Mhm. En fait, on a rencontré une famille de 4 personnes qui avait fait exactement ça, en fait. Et ils se sont pas retrouvés dans le bon pays. D'accord. Ah, le bon pays, Donc, c'était totalement. aussi... C'est même pas la bonne ville. Oui, enfin, disons que c'était plutôt... En fait, ils avaient... en fait, c'est exactement le même C'est exemple. En fait, exactement ils le même avaient... exemple, d'accord. voilà, ouais, ils sont restés aux États-Unis au lieu de partir au Costa Rica, en fait. D'accord. Donc, Bon. Bah, du coup, ça a pu te servir, c'est cool. voilà, bah oui. Comme quoi, on puise toujours son inspiration aussi ouais, donc moi, dans mes voyages, mais c'est un peu mon quotidien aussi. Et, c'est ça qui est génial. Je voulais revenir justement sur le roman aux États-Unis, Happy Road Trip to You, parce que tu parles énormément de pop culture dedans. Donc en fait, bon, pour expliquer un petit peu pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, c'est donc le couple, c'est un préquel de Chantal au Népal. Donc on retrouve Chantal et Louis qui vont au Comic-Con. Du coup, le Comic-Con c'est Los Angeles, si je me trompe pas. Non, Non. Non, attends, c'est Non, c'est pas c'est... Qu'est-ce que je dis? San Diego. Attends, c'est au sud, j'arrive. Ouais, San Diego. On va y arriver. Il y avait 100, mais je me J'ai pas écrit ce livre. Ouais. Donc voilà, ils se retrouvent au Comic-Con et donc tout le long du roman, on a plein de petits clins d'œil par rapport à la pop culture. Donc plutôt d'ici, moi personnellement, je suis plutôt côté Marvel, mais j'ai su trouver mon bonheur. Donc je voulais savoir, est-ce que toi aussi t'es très très fan des cultures populaires? Est-ce que justement t'es allée du coup au Comic-Con? Comment ça s'est passé pour écrire cette histoire? Alors, je ne suis pas allée au Comic-Con. Mais alors, faut savoir que je pense beaucoup de personnes qui écrivent subissent, je dis subissent, peut-être pas très gentil, les influences d'autres personnes qui insufflent des idées. Et l'idée du Comic-Con, c'était mon mari, parce que lui est complètement fan. Il a des étagères remplies avec 50 millions de DVD, les figurines de tous les super-héros possibles au monde, les figurines Lego aussi, enfin c'est les BD, les mangas, il a la totale quoi. Et donc lui, en fait le personnage de Louis était de toute façon déjà un petit peu là-dedans et c'est lui qui m'a dit allez essaye de faire un truc comme ça et tout. Et puis moi j'ai vécu avec 3 frères déjà à la base, donc j'étais aussi pas mal baignée là-dedans. Et voilà, c'est surtout pour ça, que j'ai écrit là-dessus. Mais oui, j'aime bien, moi aussi, moi j'aime bien aller voir aussi ce genre de films, etc. Ça fait passer aussi un bon moment, ça c'est clair. D'accord, mais peut-être pas au point de te déguiser en Link ou en Zelda pour aller au Comic-Con du coup. Si je devais accompagner quelqu'un qui va comme ça, oui, pourquoi pas, oui, parce que de toute façon, je connais personne là-bas, et puis c'est rigolo aussi de se déguiser, donc oui, je pense que je le ferais, quoi, mais l'initiative viendrait sans doute pas de moi, quoi, disons. D'accord, ça marche. Je voudrais parler de ton dernier roman que tu as sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle donc Rien ne sert de se mentir, il faut aimer à point. Donc déjà j'ai beaucoup aimé le titre proche du proverbe, donc peut-être tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu pourquoi ce titre, qui change finalement de ce que tu as pu faire avec Clara au Guatemala et Chantal au Népal. Mais aussi j'aime beaucoup puisque tu développes une idée que tu appelles les globes menteurs. Donc des personnes qui engagent quelqu'un pour faire croire qu'ils partent en voyage, il y a tout un trucage, etc. Donc est-ce que c'est une critique? Est-ce que déjà tu as connu des globes menteurs peut-être? Et est-ce que c'est une critique, je sais pas, des réseaux ou de notre société, ce genre de choses? Alors je connais pas du tout de globe menteur. Ouf, c'est bon. Donc d'ailleurs j'ai dû dire que moi-même je n'en suis pas une. Je ne truque pas mes photos sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une idée de mon mari. D'accord. Donc je dois le dire parce que la plupart des gens trouvent cette idée géniale, donc il faut que je remette l'idée là où elle est. C'est la sienne à la base. Et moi aussi, j'ai trouvé que le concept était plutôt pas mal parce que on a tous les deux, lui et moi, une vision différente du voyage. Moi, j'avoue que j'en parle pas énormément, mis à part là, en tant que Sophie Rousier, personnage public, j'allais dire, mais j'en parle pas trop dans mon entourage. Bon, j'en parle un petit peu, etc. Mais je mets pas trop l'accent là-dessus. Et lui, par contre, il adore raconter les derniers trucs qu'on a fait, etc. On est un peu différents là-dessus. Et je remarque que pour beaucoup de personnes,
pense que le voyage, c'est quelque chose comment dire... c'est... Enfin, pour nous, c'est super important. Donc nous, on va mettre énormément d'argent là-dedans. Par contre, à la maison, on va pas avoir, mis à part la collection de DVD, etc., on va pas dépenser notre argent. On n'a pas de voiture, on n'a pas de maison. Enfin, je veux dire, c'est vraiment notre passion. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait. Ils pensent que c'est superflu. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Et donc, voilà, donc on a déjà chacun notre vision. Et il y a des gens qui font énormément d'étalage, justement, sur les réseaux sociaux, etc., là-dessus. Bon, moi, je pars pas du principe que c'est intéressant de voir dans quel hôtel j'étais, etc., et montrer que c'était super bien, qu'il y avait une piscine comme ça, machin, voilà. Donc, oui, dans un sens, c'est un peu une critique par rapport à ça. Mais c'est aussi... dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qui ne voyagent pas, parfois... Enfin, moi, je vois des collègues, quand je dis où je suis allée, je vois qu'il y a tout de suite une gêne. Enfin, je veux dire, la personne, elle voyage pas. Moi, j'en ai absolument rien à faire. Chacun son truc. Là, par exemple, il y a une semaine, on était allé, donc on habite à Munich, on est allé au fin fond de la Bavière. Je veux dire, à côté de chez toi, tu peux aussi trouver des trucs géniaux. Enfin, t'as pas besoin d'aller loin. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais je vois qu'il y a aussi une gêne par rapport à ça et par rapport aux gens qui ne voyagent pas. Il y en a certains qui ont honte, etc. Et je trouvais que c'était pas mal, justement, de trouver quelqu'un qui ne voulait pas voyager et qui pensait que c'était important de faire croire qu'eux, en fait. Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là. Je voulais rajouter une petite question par rapport à l'héroïne. Enfin, pour revenir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a parlé des pays dans lesquels se passent tes romans, et là du coup c'est tout un autre continent, on part en Afrique. Ça m'a fait beaucoup rire parce que l'héroïne dit donc dans les premiers chapitres que son père est éleveur d'autruches, il me semble, c'est ça. Et ouais. Du coup j'ai trouvé ça trop marrant. Et après il y a le résumé où effectivement son meilleur ami d'enfance va se marier, mais lui il est tout l'opposé d'elle, donc elle fait croire qu'elle voyage mais c'est pas le cas, lui c'est un grand baroudeur. Donc pourquoi tu as choisi ce beau continent qu'est l'Afrique, et pourquoi ces thèmes? Parce que j'aime bien aussi, c'est un trope, je trouve, qu'on développe pas assez, qui est un peu il y a souvent le enemies to lovers, mais pas trop le best friends to lovers. Alors moi, j'adore tous les films justement qui sont sur ce sujet-là, où il y a le meilleur ami qui se tourne autour pendant tout le film et on ne sait jamais à la fin s'ils vont finir ensemble ou pas. Et j'avais vraiment envie d'écrire une histoire comme ça, en fait. Voilà, ça faisait quelques temps et je me suis dit... Sur les autres livres, il y a de la romance, mais peut-être un peu moins que dans celui-là. Mais là, j'avais vraiment envie de faire ça. Et finalement, l'Afrique, c'est venu tout naturellement. Parce que c'est un continent dont j'avais pas encore parlé. Et c'est aussi un continent où moi, personnellement, je me verrais bien vivre. Parce que y a toute une façon justement par exemple un rapport au temps qui est complètement différent de chez nous. Nous on est tout le temps à fond les ballons, etc., et là-bas le temps est complètement différent. J'ai justement une petite anecdote. Je me souviens qu'on était une fois à une frontière, c'était en Ouganda. Et il y avait une queue pas possible à la frontière, et je me disais mais c'est pas possible parce qu'il faut pas de visa pour aller dans le pays, il faut juste montrer son passeport. Comment ça se fait que ça met 3 plombes, quoi. Et le gars qui était avec nous dans la voiture, il nous dit ouais mais le mec à la frontière il est en train de se renseigner pour savoir si la famille va bien, du guide, etc. Et je me suis dit ah oui d'accord, donc nous on va attendre pendant 1 heure que le gars il cherche les infos pour savoir si la famille va bien, etc. Et ça je trouve ça assez intéressant. Et voilà, donc l'Afrique, pour moi, c'est aussi un très beau continent. Enfin, d'ailleurs, je me demande qu'est-ce que je n'ai pas aimé comme voyage, d'ailleurs, à force de dire que tout est génial. Mais j'avais vraiment envie d'écrire aussi là-dessus. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la couverture, que je trouve totalement décalée. Donc elle chevauche son petit éléphanteau. Et c'est vrai que c'est différent de tes autres couvertures qui sont dessinées et qui sont... toutes sont dans le thème très chiclite, de toute façon c'est dans le genre. Mais pourquoi t'as fait le choix plutôt d'une photographie et pour les autres quelque chose de plutôt graphique et dessiné du coup? Eh bien, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'essayer une autre stratégie marketing. Parce que sur les premiers romans, j'ai eu quelques retours qui me disaient de personnes qui pensaient que c'était peut-être des romans pour adolescents ou pour enfants. Et ce genre de couverture dessinée, c'est beaucoup pour la littérature anglo-saxonne. Tout ce qui est Sophie Kinsella, etc., c'est souvent des dessins. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, ça se fait
peut-être moins. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'essaye de changer un petit peu, voir si ça marchait peut-être mieux. Et puis en cherchant la photo, quand on a vu ce photomontage, là on s'est dit non mais c'est ça qu'il faut quoi, ça passe plutôt pas mal. Ok. Et je voulais revenir sur le titre du coup. Pourquoi t'as choisi quelque chose d'aussi proche du proverbe je me rappelle même plus du proverbe du coup, mais Rien ne sert de courir, il faut partir à c'est point. ça, exactement. Voilà. Donc Ouais. pourquoi tu as choisi un titre qui change de ce dont tu as l'habitude? J'ai essayé, en fait on a essayé quand même au début de trouver quelque chose dans le même style, mais d'ailleurs le titre provisoire c'était les non-aventures d'une globe menteuse, mais je me suis dit ça ressemble trop à d'autres trucs, enfin, c'est trop vu et revu, et on a cherché, parce que je dis toujours on, parce que finalement, vous avez remarqué, je travaille beaucoup en équipe avec mon mari, parce que forcément comme je lui raconte ce qui se passe, il me donne aussi son avis, et c'est bien parce que c'est comme ça que ça marche le brainstorming, et... Et du coup, on a essayé de chercher des proverbes, vous voyez, avec le mot mentir, avec le mot aimer, etc. Et puis au bout d'un moment, on est tombé là-dessus. Et moi, je voulais absolument mettre le ce avec les parenthèses. Mais ouais, on a mis pas mal de temps à trouver un titre comme ça. Et je voulais qu'on comprenne aussi que c'était aussi de la romance, en fait. Je voulais absolument le mot aimer dedans. Qu'on comprenne que c'était pas forcément que un livre rigolo non plus, quoi. Voilà. Ok, d'accord. J'ai vu aussi que tu fais partie du Club des Indés. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du collectif? Parce que je crois que vous venez juste de sortir un nouveau recueil pour l'été. Voilà, oui. C'est un club qui a été créé par une auteure qui s'appelle Célène de Rose, qui est d'ailleurs plus maintenant dans le club, mais il reste quelques membres fondateurs. En fait, c'est un club d'entraide. Donc, au début, surtout, c'était un endroit où on pouvait poser nos questions. Donc, on est une dizaine, en fait. Donc, par exemple, je sais pas, si moi j'ai un problème avec la mise en page justement d'un e-book, je peux demander des conseils là aux autres. Et au fur et à mesure, en fait, on a développé aussi des projets communs. Donc, on devait aller au Salon du Livre ensemble. Mais bon, là, c'est un peu raté. un peu raté, ouais. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et donc, on a créé aussi des recueils et on fait pas mal de promotions entre nous, etc. Et c'est aussi un endroit où on peut venir se plaindre quand quelque chose ne va pas, quand on a eu un commentaire négatif, etc. C'est important. Mais c'est vraiment... Oui, c'est important aussi. Parce qu'auprès de l'entourage, ils peuvent nous dire oui, bah t'en as tellement de positifs, c'est qu'un négatif, mais forcément, on ne pense qu'au négatif, on ne voit plus les autres. Mais ouais, voilà, c'est un club où l'entraide est super importante. Et comme tu le disais, on a quelques projets. Là, on vient de sortir le recueil 1 décibel, où en fait, chaque auteur s'est inspiré d'une chanson pour écrire une petite nouvelle. Et il est gratuit d'ailleurs sur Kobo et sur Amazon. Et ça permet de se faire une petite idée du style de chacun des auteurs différents avant de se lancer pour acheter un de leurs livres. Cool. Bah, je mettrai le recueil dans la description. Et il me semble qu'en ce moment, Happy Road Trip to You est aussi gratuit sur les plateformes. Voilà, donc exactement. Je mettrai le petit lien comme ça, si ça peut permettre aux gens de découvrir ton style, tant mieux. Donc tes romans sont traduits pour l'instant en allemand et en italien, si je me trompe pas. Et je crois que l'anglais et l'espagnol viennent bientôt, ou alors c'est peut-être déjà le cas. Donc pourquoi ce choix de langue et comment tu t'es organisée? Parce que d'habitude, les auto-édités ont peut-être une traduction, mais là ça fait beaucoup. Donc comment tu t'organises? Alors la traduction en allemand, en fait, c'est une de mes copines qui est traductrice qui avait commencé à la faire elle-même. Donc elle m'a fait la surprise de me montrer qu'elle avait commencé. Donc moi, à la base, j'avais pas du tout pensé à traduire, parce que je trouvais déjà que c'était beaucoup de boulot d'essayer de vendre ces livres en France. Mais je me suis dit, c'est vrai que l'Allemagne, comme j'y vis, ça pourrait être pas mal de faire des salons, d'aller en dédicace, etc. Et de rencontrer enfin les lecteurs, parce que pour l'instant, en France, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Pour ce qui est des autres traductions, en fait, il y a un site qui s'appelle Babelcube, où en gros, c'est un portail où les auteurs rencontrent les traducteurs. Et les traducteurs proposent donc une traduction à l'auteur, et l'auteur et le traducteur sont rémunérés en fait en fonction des ventes. Donc l'auteur n'a rien à débourser. Donc à la base, c'est une
bonne idée, oui. Ah, peut-être pas Sauf si cool que lancer un livre sans réseau, c'est difficile. Moi, je vois, en Allemagne, j'ai quand même essayé de faire pas mal de tapage. J'ai contacté beaucoup de blogueuses, etc. Donc le lancement était bien. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Et puis j'ai des collègues, j'ai des amis, etc. Donc ça, c'était bien. Mais par exemple, pour l'italien, j'ai contacté quelques blogueuses. Mais bon, enfin, c'est assez difficile, quoi. Il faut vraiment s'y tenir. Et ouais, disons que si c'est pas son boulot à plein temps d'être auteur, je pense qu'il vaut mieux éviter, quoi. C'est le souci Voilà. aussi, ouais. Ça te rajoute une masse de travail en plus, alors que tu as déjà Ouais. tout le reste, la logistique, entre guillemets, française, puisque tu écris en français à faire. Justement, ça m'intéresse, parce que comme tu vis en Allemagne, est-ce que tu passes que par des plateformes style Amazon, Kobo, etc. pour vendre? Parce qu'il me semble que tu vends aussi directement sur ton site. Donc c'est au niveau des frais de port, etc. Ça va, c'est pas trop compliqué. J'ai de la chance que les frais de port, que l'Allemagne en fait, elle propose pour envoyer en Europe comment dire, il y a pour les biens culturels en fait, il y a des tarifs spéciaux, donc c'est pas si cher que ça en fait, donc ça va encore. D'accord. Ouais. C'est cool parce que je crois que la poste devrait se mettre à jour en France parce que c'est pas trop ça Ouais. du tout. Des fois, moi, ça me revient moins cher d'envoyer un truc à mes parents que mes parents envoient un truc à un de mes frères qui habite en France, en fait. Donc, Ça c'est m'étonne pas pas. très, très logique. Il faut pas chercher à comprendre, je pense. Mais bon, du coup, ça va, c'est cool parce que c'est pas un frein pour toi. Parce Non, que ça déjà, va. quand on est Ouais. dans le pays, c'est toujours un petit peu compliqué d'organiser sa Ouais, boutique. ouais. Donc, en plus de l'étranger, c'est compliqué. Ok. Donc, justement, on parlait de ton site internet, t'as un compte sur tous les réseaux sociaux, t'as un blog, t'as une chaîne YouTube, comme on disait tout à l'heure. Donc, tu mets tes petits book trailers. Est-ce que tu as des conseils en matière, on va dire, de communication, que tu as l'air très très bien rodé de ce côté-là, pour des auteurs ou des gens qui voudraient se lancer? Alors moi, mon conseil, ce serait d'éviter de faire autant de trucs, de se lancer dans autant de trucs. Bon, il y a quand même quelque chose qui est pas mal, c'est que maintenant, quand on publie sur Instagram, ça peut être publié automatiquement sur Facebook. Donc déjà, ça, c'est déjà un bon truc. Mais je dirais qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Alors, je pense au site internet. Et on dit toujours qu'il faut développer la newsletter. Moi, je suis en train de commencer à le faire parce que c'est vrai que, en fait, ce qui est important quand on est auteur, c'est surtout le lancement. En fait, c'est ça. Parce qu'une fois que vous êtes sur Amazon plutôt pas mal placé, il faut faire un petit peu de pub avec Amazon. Et là, ça vous permet de rester un peu plus longtemps dans le haut du classement. Mais c'est le lancement qui est le plus important. Parce que si vous n'arrivez pas là à sortir de la masse, je vais dire que s'il n'y a pas Amazon après qui vous soutient avec une promo, etc., c'est très très difficile de sortir du lot. Donc je pense que la newsletter c'est important, donc moi c'est un de mes objectifs là pour cette année. Et il faudrait se limiter à quelques réseaux sociaux. Ouais. Donc moi je trouve que le book trailer c'est quand même assez sympa comme truc, donc bon il faudrait faire une vidéo, on n'a pas forcément besoin de la chaîne YouTube, mais ça c'est pas mal, ouais. Et puis se concentrer soit sur Insta, soit sur Twitter, voilà, je dirais. C'est vrai que maintenant, il y a quand même... Bon, déjà, il y a des outils de planification pour les réseaux sociaux. Pour tout ce qui est vidéo, bande-annonce, entre guillemets, il y a quand même pas mal de sites. Je pense que tu utilises les banques d'images libres de droit, Voilà, ce genre de ouais. choses. Donc c'est pour Exactement. des trailers de 40 secondes, 1 minute. C'est pas si chronophage que Parfait. ça, donc Non. ça va, c'est assez pratique. Et tu parlais de la pub sur Amazon, du coup tu utilises... la pub directement sur Amazon, parce que je sais qu'il y a les pubs sur Facebook, sur Instagram, qui sont gérées de toute façon par Facebook en général. Donc tu fais aussi de la pub ciblée sur Amazon? Ouais. J'ai commencé surtout là avec le dernier roman. Et ça marche plutôt pas mal. Ok. Ouais. En fait, il faut cibler soit d'autres auteurs, soit des livres un peu dans le même style que le sien. Ok. Des mots-clés, chick lit, romance, etc. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais. En fait, le but au début, quand on a un lancement, c'est d'essayer de rester dans le classement. Alors après, la pub, soit elle rapporte, soit elle rapporte pas. Mais ce qui est pas mal, c'est rester à l'équilibre, quoi, que les dépenses soient aussi importantes que les revenus. Et comme ça, on dépense rien. Et puis, mais ça aide pas mal à rester un peu au niveau. D'accord. Ok. Justement, donc comme on est dans les conseils, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient se lancer, soit dans l'auto-édition, parce que forcément c'est ton milieu, mais dans l'écriture aussi en général? Alors,
moi, j'ai toujours le même conseil. J'aime bien cet exemple, c'est pour ça que j'en parle souvent. J'ai une amie qui est en train depuis, je dirais, presque 2 ans de rassembler des idées pour un éventuel roman. Et moi, ça me fait mal quand j'entends ça. Elle se lance pas, en fait. Il faut commencer à écrire. Je lui dis à chaque fois, et non, elle est toujours en train de dire oui, mais j'ai pas encore le bon plan, le bon truc. Ce sera jamais parfait. Faut arrêter là. Faut arrêter. Il suffit de se lancer, faire le premier jet, et puis de toute façon, le premier jet, on est obligé de le reprendre. Faut se lancer, en fait. C'est ça le plus important. Et le second conseil que je donnerais, c'est que chacun a son chemin, en fait. Il y a des gens qui vont avoir un succès direct avec le premier roman, ça va être génial, etc. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plusieurs romans, en fait. Et c'est comme ça. Il ne faut pas se laisser perturber par ça. Faut arrêter aussi, il faut se déconnecter un peu. Pas trop regarder non plus ce que les autres font, parce que c'est un peu déprimant des fois de se dire bah, pourquoi lui il y arrive, moi mon truc je suis sûre que c'est mieux. Mais bon, c'est comme ça, des fois il y a un petit peu une part de chance, et puis faut pas trop se prendre la tête au début. Le but c'est d'écrire pour se faire plaisir, et puis le lectorat suivra, quoi. Faut arrêter de se prendre trop la tête. Et donc faut oser, faut se lancer, faut écrire. Ok, j'aime beaucoup le slogan, ça fait limite politique. Voilà. Il faut oser, il faut se lancer, il faut écrire. Très bien, ok. Et est-ce que tu as des futurs projets? Donc encore des ticlites en voyage, donc à part les zombies, est-ce qu'il y a d'autres romans sur le feu? Oui, alors j'ai écrit, en fait au mois de janvier, je me suis lancé un défi d'écrire en un mois un livre. Je dois dire que c'était très très difficile, donc j'ai eu besoin de quelques jours en plus. Donc je me réveillais, enfin moi j'aime beaucoup me réveiller le matin avant ma fille, avant mon mari, avoir un petit peu de temps pour moi et écrire à ce moment-là. Et donc c'est ce que j'ai fait, et puis j'écrivais le soir aussi, parce qu'un mois c'est très court. Et je voulais absolument écrire une comédie romantique de Noël que là, je voulais l'envoyer en fait à des maisons d'édition. Et quand j'ai vu que oui, j'avais certes écrit en un mois, mais faut pas se leurrer. Hein, comme je disais tout à l'heure, un premier jet, c'est pas. Faut remanier, faut relire plein de fois. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber l'idée, mais je me suis dit que j'allais quand même l'auto-éditer ce roman. Donc il sortira pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est le prochain projet qui va sortir. Et sinon, je suis en train d'écrire une romance sur l'Islande, parce que j'y suis allée au mois de septembre, et c'est aussi encore un pays coup de cœur. J'ai l'impression que t'as que des coups de cœur, donc voilà, bien, tu peux pouvoir écrire une 60aine de romans sur tous les pays Exactement. que tu as visités. C'est cool, ça te laisse une longue carrière. Exactement. Écoute, en tout cas, je serai au rendez-vous, parce que l'Islande, alors j'ai de nombreux rêves, parce que ça c'est un peu quand on aime voyager, on te demande qu'est-ce que tu aimerais voir comme pays, et tu dis j'aimerais voir ça et ça, et en fait c'est une liste de 15 pays. Voilà. Mais la Grèce, c'est vraiment, j'aimerais énormément y aller, et l'Islande me tente de plus en plus. Mon rêve c'est vraiment de voir les aurores boréales. Ouais. Donc bon, après ça dépend de la saison, forcément, ce genre de choses. Donc j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves en Islande. Est-ce que du coup ça sera... Parce que je sais qu'il fait quand même assez chaud en hiver, donc est-ce que ta comédie romantique c'est en été en Islande ou en hiver en Islande? Je pense qu'en fait, pour l'instant, je te dirais, je sais même pas trop où on en est dans les saisons. Là, ils étaient plus en été, donc ils sont pas encore partis en Islande. Donc, ce sera sans doute effectivement début septembre-octobre, donc le début de l'hiver. Ouais. Ça marche, très bien. Super. Écoute, si tu as un mot pour la fin, si tu veux répondre à une question que je ne t'ai pas posée, vas-y. Écoute, je voulais te remercier pour l'invitation, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, je voulais dire aux potentiels lecteurs que, comme ce podcast sortira au mois de juillet, en fait, le roman dont on parlait tout à l'heure, Rien ne sert de se mentir, il faut aimer à poids, sera en promo sur Amazon pendant tout le mois de juillet, à 1,99€ au lieu de 3,99€. Donc, je pense que c'est pas mal pour essayer de me connaître, pour me découvrir, de regarder ça. Parfait. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, j'allais dire avec nous, mais on est plusieurs dans ma tête, mais avec moi. et j'ai déjà adoré découvrir ton style, puisque voilà, j'adore voyager, et j'adore voyager en lisant. Donc je suis très très contente de partager tes romans et tes aventures avec nos peut-être auditeurs. Et j'espère de retrouver tes romans très très vite. Merci. Merci encore à Sophie Rousier pour cette interview vraiment enrichissante. J'ai vraiment
eu plaisir à vous partager sa vie, mais également les vies en général et les œuvres de femmes que je trouve extraordinaires avec des profils très différents. Je suis contente de parler notamment des auto-édités et j'espère vraiment que leur lectorat va se développer encore davantage en France. J'en profite si vous êtes toujours là et si vous voulez continuer le voyage avec moi. Je vous amène dans le sud-est de l'Angleterre et plus particulièrement dans la ville fictive de Buckland et encore plus particulièrement dans un lycée magique. Mon premier roman, Lionheart, ressort le 1er août à tout petit prix. Les précommandes sont à 99 centimes à la place de 4,99€ sur Amazon et ça sera le cas jusqu'à sa sortie, je le répète, le 1er août. Si vous aimez le young adult et la magie, et si vous avez un peu la nostalgie des années Twilight et Vampire Academy, je pense que les aventures de mon héroïne Angèle Cœur de Lion vous plairont. Je le répète, Lionheart, ou Lionheart avec l'accent français, sort le 1er août à tout petit prix et j'ai hâte d'avoir vos avis, que vous me parliez de la couverture et de toutes les aventures de mes héros. J'espère vraiment que les nouvelles couvertures de ma saga et ma trilogie Angel Heart vont vous plaire. Les tomes 2 et 3 sortiront à l'automne et j'ai hâte de vous en parler davantage. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet ou sur la page de précommande. J'ai aussi très hâte de vous retrouver au mois d'août pour déjà notre 5e épisode. Merci encore d'être présent. À très vite les sorceuteurs. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.